Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Meet My Job. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau métier, une nouvelle branche. On va parler de la santé. Alors déjà, deux choses qui sont importantes pour commencer ce webinaire. La première, il faut savoir que lorsque nous tournons ce webinaire, nous sommes encore malheureusement en pleine pandémie. Donc on espère que d'ici les prochains mois, lorsque vous verrez le replay, tout ça, ce sera tassé. Donc, c'est important de préciser parce que pour la deuxième chose, que nos intervenants forcément font partie du monde de la santé et on est d'autant plus reconnaissant de leur présence parce que nous savons qu'actuellement, ils sont tous sur le front et leur emploi du temps est très chargé. Donc, merci à eux. Justement, en parlant de nos intervenants, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Sylvie Guillet. Elle est médecin PMI. Alors, PMI pour protection maternelle et infantile. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Nous avons le plaisir aussi de recevoir Florence Coste. Elle est épidémiologiste chez Sanofi, l'entreprise française, on entend beaucoup parler en ce moment, qui recherche, qui développe et qui commercialise des médicaments et des vaccins notamment. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Lionel Metzger, qui est médecin généraliste. Bonjour Lionel. Bonjour. Et pour terminer, le plaisir de recevoir Benoît Gérardin, cardiologue interventionnel du côté de l'hôpital Marie-Lannelongue. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Et comme je le disais au début, merci infiniment de nous octroyer cette heure pour ce webinaire parce que nous savons que vous avez des emplois du temps très chargés. Alors, dans ce webinaire, nous allons avoir le plaisir de savoir un petit peu comment vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui. Pourquoi d'ailleurs avez-vous choisi ces branches-là, ces spécialisations-là? On va en connaître un petit peu plus sur vos parcours, vos volontés et qui vous êtes. Nous allons commencer, bon messieurs, je pense que nous allons quand même être galants. Nous allons commencer par exemple par Sylvie. Sylvie, je le disais en tout début, vous êtes médecin PMI. Vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que c'est en détail, médecin PMI? Voilà, alors moi, j'ai choisi d'être médecin PMI. Donc, PMI, ça veut dire protection maternelle et infantile. C'est utilisé où l'on suit les enfants de 0 à 6 ans. D'accord. On fait le suivi donc, de tous les examens systématiques des bébés, pour voir donc s'ils se développent bien, s'ils vont bien, pouvoir dépister éventuellement certaines pathologies, certains troubles du développement. On suit énormément les vaccinations. Hein, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec la pandémie, puisqu'il y a eu beaucoup d'enfants qui n'ont pas été vaccinés. Donc, nous vaccinons donc avec tous les vaccins obligatoires. Nous intervenons aussi dans les écoles. On suit les enfants de maternelle, où on fait des dépistages de troubles de la vision, de l'audition, des troubles de langage, des troubles de comportement. Et en fonction, on les oriente vers des médecins de ville, des plateformes de psychologie sur des enfants qui ont des problèmes psychologiques. Donc, nous avons vraiment un rôle de dépistage, de suivi, et ensuite, on travaille en partenariat avec donc, les médecins de ville ou les médecins hospitaliers. D'accord, très bien. Florence, vous, de votre côté, vous êtes épidémiologiste Sanofi, c'est ça? Oui. Votre rôle consiste en quoi aujourd'hui chez Sanofi? Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que l'épidémiologie. Avec plaisir. Oui, donc l'épidémiologie, c'est l'étude de la répartition des maladies et de leurs causes dans les populations. Donc, on décrit qui souffrent des maladies, donc les personnes âgées ou les jeunes, dans quelle zone, etc. Et puis, une fois qu'on connaît mieux une maladie, on met en place des interventions et des études pour réduire la survenue de ces maladies. Et puis, on mesure si c'est bien efficace. Ce qui a été fait a été bien efficace. Voilà. Donc, on peut travailler dans plein d'organisations différentes. Peut-être que j'en parlerai plus tard. Mais donc, moi, je travaille pour un laboratoire pharmaceutique. Et donc, j'ai un rôle qui est de suivre quand les médicaments sont prescrits par les médecins et utilisés et dispensés dans les pharmacies, on suit les effets positifs, si c'est bien efficace, et les effets indésirables. On a une responsabilité de suivre ça en tant que laboratoire pharmaceutique et on fait des études pour mesurer les effets positifs et négatifs de nos médicaments. Voilà. D'accord, très bien. Ce qu'on appelle un peu les effets secondaires, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est vrai qu'on en entend parler beaucoup en ce moment, parce que je disais, on est encore en pleine pandémie. Et de votre côté, Lionel, vous êtes médecin généraliste, c'est ça? Oui, c'est bien ça, oui. Je suis médecin généraliste à Paris dans le 13e.
Donc, je pense que vous savez tous ce que c'est que médecin généraliste. Hein. J'espère que vous êtes tous venus me voir une fois voilà, pour les certificats ou pour autre chose. D'accord. Et donc voilà, c'est une spécialité on en parle de spécialité médicale pour moi, qui concerne tout le monde. Hein. On voit des enfants, des jeunes adultes, des personnes âgées. Donc, vraiment un peu de tout. C'est assez varié. Donc, c'est très intéressant pour les jeunes s'ils veulent se lancer dedans. Hein. Effectivement, effectivement. Et pour terminer, Benoît, vous êtes cardiologue interventionnel, c'est ça? Bonjour, oui, c'est un mot un peu barbare. Cardiologue, je pense que tout le monde comprend, c'est les médecins qui s'occupent plus particulièrement des problèmes de cœur et des problèmes de vaisseaux dans l'organisme. Et on travaille en coordination avec nos collègues généralistes quand les gens tombent dans ce genre de pathologie. La cardiologie, il y a des sujets jeunes, c'est heureusement pas très fréquent, mais ici à Marine-la-Longue, c'est spécialisé en cardiopédiatrie. Donc, on a beaucoup d'enfants et mon collègue Sébastien Asquet, que je remplace aujourd'hui, est en train de faire des interventions sur des jeunes enfants. Et interventionnel, et moi je suis plus particulièrement adulte, plus classique si j'ose dire, et interventionnel, c'est un peu une sous-spécialité de la cardiologie, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aller sans opérer, sans ouvrir, mais en piquant les vaisseaux, aller déboucher les artères quand elles se bouchent ou en boucher d'autres, ça c'est plutôt côté radiologie interventionnelle, mais j'en fais aussi, quand ils saignent. Donc voilà, c'est une branche un peu particulière de la cardiologie. D'accord. Et qui est assez active parce qu'une des grosses pathologies actuellement dans notre société, nous avons la chance de vieillir. En vieillissant, il y a plus de maladies cardiaques. On fait notamment des infarctus et un de nos gros métiers, de grande activité, c'est d'aller déboucher les artères en urgence chez les gens qui sont en train de faire leurs infarctus. Je vais vous poser la question à vous, Lionel. Quel a été votre parcours vraiment? Alors là, je ne parle que d'études. Comment ça a débuté tout ça? Donc, moi, médecine à l'époque, on appelait ça le PCEM1, ce n'était pas le PACES comme c'est actuellement. Donc, c'est les premières années du cycle d'études médicales. Donc, il y a P1, P2, après on enchaîne. Donc, c'est la première année, à la fin, il y avait un concours. On a la possibilité de redoubler à l'époque, que là, on n'a plus le droit maintenant, je pense, si je ne me trompe pas. Et alors, au niveau vraiment scolaire, la plupart des gens prenaient une prépa pour passer cette première année qui était assez difficile. Donc, moi, pareil, j'ai pris une prépa. Vraiment, je crois que les prépas existent encore pour les jeunes qui font ça. Parce que là, il y a une grosse différence entre le lycée et la fac, hein, parce qu'au lycée, on est assez encadré, on a les cours, on a des contrôles en permanence. À la fac, vraiment, on a cet examen à la fin, quelques examens au milieu, mais pas grand-chose. Vraiment, c'est un travail on doit beaucoup travailler de son côté. Et l'avantage d'une prépa, c'était vraiment, ça aidait, ça donnait une structure. On avait des cours, on avait des petits contrôles, etc., qui permettaient de garder un rythme et surtout de prendre un rythme et de ne pas lâcher au cours d'année, qui est finalement assez facile à faire. Vous, de votre côté, Florence, vous parliez plutôt d'études de chimie, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises? Ah oui, tout à fait. Oui. Moi, je suis allée à la fac. J'ai fait, alors il y avait licence, maintenant ça existe toujours, hein, licence de sciences de la vie. Donc là, c'est assez varié. Il y a de la biologie, de la chimie, de la physique. Il y a, j'ai un peu oublié maintenant, mais non, il y a d'autres matières. Et en fait, j'ai des collègues qui sont orientés vers la recherche, donc fondamentale, la génétique, et toutes les branches de la biologie. Là, alors là, il y en a beaucoup. Il y en a qui allaient vers la chimie, il y en a qui devenaient profs, voilà. Et puis moi, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, voilà. Et je suis rentrée dans un laboratoire pharmaceutique où il y avait des projets de recherche où il fallait faire des choses plus concrètes, il fallait faire du planning, il fallait organiser des commandes de stock, etc. Et ça m'a plu, voilà. D'accord. De votre côté, Benoît, comment ça s'est passé, vous, les études? Ça s'est passé comme Lionel. À l'époque, c'était le PCEM1. Moi, je suis arrivé avec un niveau très médiocre de terminale. Donc, j'ai redoublé. Et moi aussi, dire que j'avais bossé. Moi aussi. Et, moi, il n'y avait pas ce système de préparation à l'époque parallèle, mais je sais que ça existe beaucoup depuis. Et j'ai bossé. Alors là, j'ai jamais autant bossé de ma vie que ces 2 premières années. Et il y avait ma mère qui m'avait dit que je n'arriverais jamais à passer ce concours. Donc, ça m'a beaucoup stimulé. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai eu. Et tout ça, le message, c'est qu'il y a un moment, il y a un pont aux ânes. Il faut réussir à passer ce concours. Il faut se mettre à bosser d'une manière ou d'une autre de façon très importante. Ce que je sais, c'est que maintenant, il y a des voies qui existent. Donc, alors, les noms ont un peu changé.
la sélection, tout ça change un peu. Grosso modo, la sélection, de toute façon, reste importante. Et ça demande il faut savoir qu'il y a un moment où on doit bosser très fort. Et d'ailleurs, après, on continue à bosser de façon extrêmement régulière et assez intense, je trouve, pendant les études. Mais ça devient de plus en plus intéressant puisqu'on touche vraiment le sujet. Le cœur du problème. Voilà, le cœur du sujet. Mais pour revenir à ce début, je sais que maintenant, il y a des passerelles. Il y en a une où je suis particulièrement bien informé. Moi, j'ai une belle-fille qui avait fait une école d'ingénieur et qui a réussi à rentrer directement en troisième année en présentant un dossier qui était aussi sélectif, parce qu'ils n'étaient pas là. Je sais qu'ils étaient 120 à se présenter, ils étaient 21 à être pris, mais qui lui a permis de rentrer directement en troisième année et puis après de faire ça. Et je sais que les voies parallèles actuellement, je ne connais pas les détails, mais sont en train de se développer pour pouvoir rentrer par d'autres biais que la première année. Donc ça, et puis c'est des choses qui changent un petit peu régulièrement avec le temps, donc il faut toujours bien se renseigner. Mais bon, la voie classique, c'est ce passage de première année. Et après, je sais que maintenant, il y a d'autres voies qui existent en plus. D'accord. Je vais revenir avec Sylvie pour son parcours, parce que je ne vous oublie pas, Sylvie. Mais Sylvie, racontez-nous un petit peu quel était, vous, de votre côté, votre parcours. Alors, moi, donc, j'ai passé un bac scientifique. Alors, à ce moment-là, ça ne s'appelait pas bac S, c'était bac D, moi, donc ce qui correspondrait à bac S avec spécialité SVT, je pense maintenant. Je n'étais pas du tout une excellente élève. J'étais tout à fait moyenne, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup tout ce qui était scientifique. Donc, j'ai commencé mes études, donc ma première année, donc à Necker à Paris. J'ai beaucoup travaillé, mais pas suffisamment, je pense que voilà. Donc, on pouvait à ce moment-là refaire une première année. Donc, j'ai échoué le premier concours, j'ai recommencé. À cette époque-là, c'est vrai j'ai l'impression d'être très vieille, mais bon, on parlait tout à l'heure des prépas. C'est vrai que maintenant, je crois que beaucoup d'étudiants font des prépas parallèles à leurs études. Nous, c'est vrai qu'il y en avait très peu qui le faisaient. Il y en avait un petit peu, mais très peu. Donc, on se débrouillait un peu comme on pouvait. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé la première année, ça c'est sûr. Et donc, j'ai réussi ce concours et donc, j'ai pu continuer mes études. Alors, à ce moment-là, c'était un petit peu différent pour la médecine générale, puisqu'en fait, la médecine générale, on n'était pas obligé de passer le concours de l'internat. Alors, ça s'appelait l'internat, maintenant ça s'appelle l'examen de classement national. Enfin, tout ça s'appelait l'internat tout simplement. Mais pour les médecins généralistes, en fait, on ne passait pas l'internat. Moi, de toute manière, c'était la médecine générale qui m'intéressait. Donc, j'ai fait ça en tout 7 ans d'études, puisqu'on avait à peu près 6 ans, plus 1 ou 2 ans de spécialité de médecine générale, mais qui n'était pas tout à fait la même chose que maintenant. On faisait des stages chez les généralistes quand même. On était les premières années où on pouvait passer, aller seconder un généraliste et puis ensuite éventuellement le remplacer un petit peu. Et puis ensuite, quelques années plus tard, donc j'ai placé un diplôme universitaire pour pouvoir donc faire de la PMI, donc de la médecine de l'enfant, s'occuper des enfants de 0 à 6 ans sans être pédiatre. Et donc là, ça se faisait sur une année, mais ce n'était pas une année entière, c'est-à-dire qu'on travaillait normalement à côté. On avait simplement à faire, je crois qu'il y avait un mois à peu près, un mois et demi de cours dispersés sur une année avec quelques stages et pouvoir avoir donc ce diplôme universitaire, sachant qu'il y a beaucoup de diplômes universitaires qui sont proposés. Donc, il faut dire que pour n'importe quel médecin généraliste ou spécialiste, on peut se spécialiser en plus en faisant ces diplômes qui sont plus ou moins longs, mais généralement qu'on fait parallèlement à l'exercice de son métier. Je vais revenir vers vous, Benoît. Alors, ça, c'est une question aussi qu'on pourrait se poser pour peut-être aussi intéresser nos jeunes. Est-ce qu'il y a des compétences à avoir? Est-ce qu'il y a même des compétences indispensables à obtenir pour par exemple, devenir un médecin demain? Il y a une chose qu'il faut être capable de faire, ça a déjà été dit, c'est qu'il faut être capable de bosser. Il faut être capable de travailler. Je pense que ce n'est pas un métier de fainéant. On ne peut pas faire ça en dilettante si on a envie de le faire bien, si on a envie de le faire le mieux possible, de rendre service aux gens, on est obligé de bosser. Et après, les compétences peuvent être assez variables. Si on aime le soin aux patients, c'est le cas de Lionel et de Sylvie aussi, on est en contact avec les gens.
il faut avoir, on est obligé d'avoir de l'empathie. On ne peut pas être un ronchon toute la journée, quoi. On en connaît des médecins ronchons, mais enfin, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Ce n'est pas ceux qu'on a envie d'aller voir. Il faut… Et donc, je dirais que… Et puis, si par contre, on n'est pas en contact des patients et qu'on est plus dans des métiers de santé publique, ben, finalement, c'est d'autres compétences dont on peut avoir besoin. Donc, une capacité de travail, ça, je pense que quelle que soit la branche dans laquelle on va, c'est certain, d'une part pour les études et puis ensuite. Et la deuxième chose, quand on est au contact des patients, une grande capacité d'écoute, ça, c'est important. Et je dirais que c'est ça. Et puis après, si on fait d'autres spécialités, on n'est pas en contact des patients, ça peut être des compétences assez différentes. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Sylvie, Florence, Lionel, par rapport à ce que vient de dire Benoît? Il faut avoir effectivement une bonne endurance physique et psychique, parce que c'est vrai que ça va être beaucoup de temps, beaucoup de travail. Il faut arriver à garder quand même son équilibre, mais on y arrive. On a la vie professionnelle, on a la vie privée. Je vous rassure tous, on arrive à avoir notre vie privée aussi. Et ça, d'ailleurs, c'est très important pour l'équilibre qui est d'une médecin. Donc, on va travailler beaucoup, mais on a quand même notre vie privée et ça, c'est très important. Il faut de la patience. Je pense dans les compétences, il faut être patient parce que parfois, on a parlé des maladies orphelines, mais il n'y a pas que. Parfois, c'est compliqué. On est face à des patients qui ne vont pas bien. On n'a pas forcément le diagnostic qui tombe comme ça d'une évidence. Donc, il faut être assez humble aussi. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se dire on va demander à des collègues, on va faire des examens, on va orienter notre patient. Donc, on n'est jamais tout seul. On n'est jamais tout seul. Donc, il faut aimer ce travail d'équipe et puis être un peu patient. Et donc, sinon, je pense qu'effectivement, c'est un métier qui s'exerce avec passion. Donc, à partir du moment où on est passionné, on y va. On y va à fond. On ne compte pas forcément ses heures, mais bon, il faut savoir aussi s'arrêter quand même. Je pense que c'est avec tout ça, avec toutes ces compétences, je pense que mais c'est important, Lionel, vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Après, je viendrai vers vous, Florence, parce qu'il y a peut-être des compétences en plus à avoir par rapport à votre branche de la santé. Lionel? Non, ça va un peu avec ce que disaient Benoît et Sylvie. Au début, vraiment, il faut avoir une bonne discipline pour bien travailler pour passer cette année. Mais dès que la première année est passée, finalement, on est soulagé parce qu'on sait qu'on va être médecin quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire parce que donc, les spécialités sont plus prisées, surtout si vous voulez dans les grandes villes. À Paris, je sais que si vous voulez être radiologue à Paris, il faut être parmi les premiers. Mais non, vraiment, moi, je dirais que c'est plus une discipline tout le long de ces études, d'avoir, bien sûr, de pouvoir avoir du temps pour soi, pour s'amuser, faire du sport, etc., mais avoir cette discipline de travail. Et de votre côté, Florence, est-ce qu'il y a des compétences qui se rajoutent pour être épidémiologiste? Oui, et je dirais c'est même pour tous les métiers de la recherche scientifique, faut une grande rigueur parce qu'en fait, vous suivez une méthode très précise. Je cherche ça, je mets en place telle expérience ou telle étude, j'observe ça et je conclus ça. Vous voyez, donc cette espèce de rigueur. Et puis, il faut une grande curiosité parce qu'en fait, vous passez beaucoup de temps à lire ce que d'autres épidémiologistes publient dans les journaux scientifiques, parce qu'ils ont fait eux aussi des études et ils démontrent d'autres choses. Et donc, on fait ce qu'on appelle une veille. Il faut toujours s'intéresser à ce que font les autres, des méthodes, des résultats. Voilà. Je pense que ça, c'est deux choses qui reviennent régulièrement. Oui. Il faut être curieux alors, dans ce domaine-là, tout ce qui concerne la santé globale. Mais je pense que c'est des compétences aussi pour n'importe quel métier de chercheur en sciences. D'accord, très bien. On va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, même si on y était déjà. C'est une question toute bête, mais qui va peut-être éclairer beaucoup de nos jeunes qui nous regardent. Je vais commencer par vous, Benoît, et je ferai vraiment un tour de table pour voir s'il y a des similitudes ou non. Quelle est la journée type? Alors, même s'il n'y en a peut-être pas forcément, mais quelle est une de vos journées, Benoît, lorsque vous arrivez à l'hôpital? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc, moi, j'arrive entre 8h et 8h30. On n'a pas d'heure, on démarre un peu quand on veut. D'accord. Et puis, je commence par aller voir les patients de la veille, s'assurer que ceux dont on s'est occupé, puisqu'on fait des actes
donc de débouchage de vaisseaux, etc. On est passé par un endroit, on a piqué par exemple l'artère soit au niveau du poignet, soit au niveau de l'aine. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas un gros hématome, s'assurer que tout va bien. On prend les nouvelles auprès de l'équipe de nuit, savoir si les suites ont été simples, etc. Puis je dis aux patients ce qu'il ne faut surtout pas oublier comme traitement après, prévoir les suivis. Puis après, on rentre dans la salle où on fait nos interventions. Ça s'appelle du cathétérisme, c'est-à-dire ces interventions qu'on fait avec des tuyaux et tout ce qui s'ensuit. Et après, il y a des journées où je fais ça toute la journée. Et puis, il y a des journées où il y a la moitié de la journée. C'était le cas ce matin, où j'ai fait de la consultation. Donc, ça, c'est les patients, soit qui sont envoyés, par exemple, par Lionel. En l'occurrence, on ne se connaît pas, donc ce n'est pas lui qui les a envoyés, mais c'est des gens qui disent, moi, avec ce tel patient, j'aimerais savoir ce qu'il faut faire, etc. Ou des patients qu'on connaît déjà, qui ont déjà des maladies cardiaques, qui ont fait un infarctus, qu'on suit, etc. Et puis, il y a des journées, et puis l'après-midi, je vais à nouveau en salle de cathétérisme. Et grosso modo, je rentre le soir vers 8h, 8h30 à la maison. On va revenir sur les journées type avec vous, Lionel. Une journée type pour vous de médecin généraliste à Paris. Alors du coup, moi, je fonctionne sur rendez-vous. Il y a des médecins qui fonctionnent sans rendez-vous et d'autres qui fonctionnent sur rendez-vous. Donc moi, j'ai des rendez-vous. Donc c'est tous les quarts d'heure. J'ai un patient. C'est via l'application Doctolib, vous connaissez sûrement peut-être. Donc voilà, je commence à 9h, j'ai mes consultations en général jusqu'à midi, midi et demi. Et après, je fais souvent des visites à domicile. Donc il y a des patients qui se déplacent pas malheureusement, qui sont assez âgés ou qui sont en fauteuil roulant, qui sont pour diverses raisons. Donc je vais chez eux. Et puis après l'après-midi, je reprends aussi des consultations classiques, voilà, tous les quarts d'heure comme d'habitude. Comme disait Benoît, même si on est en ville, en fait, on travaille beaucoup en équipe parce que donc on travaille du coup avec les infirmières qui s'occupent des patients. On travaille bien sûr avec d'autres collègues. On a tout un réseau aussi. Quand on est dans un coin depuis un certain temps, on connaît les médecins avec qui on travaille, les cardiologues, les neurologues, etc. Donc il y a beaucoup d'échanges. Et voilà, en fait, même si on est en ville, finalement, on est toujours on fait toujours partie d'une équipe, un peu comme à l'hôpital. D'accord, très bien. Et de votre côté, Sylvie, une journée type? Alors moi, il n'y a pas vraiment de journée type parce qu'en fait, on a une activité qui est quand même très, très variée. Ouais. On fait effectivement, on a des demi-journées de consultation où là, on reçoit, donc je vous dis, les bébés entre 0 et 6 ans pour leur suivi, leur vaccination. De la guidance parentale parce qu'en PMI, on reçoit beaucoup de familles qui ont alors de milieux difficiles avec des problématiques un petit peu difficiles. Donc, on va accompagner énormément ces familles, énormément les guider grâce effectivement, au partenariat avec les puéricultrices qui vont à domicile. Donc, ça, on a des demi-journées qui sont de consultation. Après, on intervient dans les écoles aussi. Donc, on a des demi-journées où on va dans les écoles. Donc, on suit simplement, nous, la PMI, les petites et moyennes sections de maternelle, puisqu'après, ce sont la médecine scolaire qui prend le relais. Vous disiez et là, jusqu'à 6 on ans, va c'est ça hein? C'est jusqu'à 6 ans. Donc, il y a juste le fait que les grandes sections sont limites. Enfin, nous, la protection maternelle infantile, c'est les petites et moyennes sections. Et là, donc, on va faire toute la matinée ou l'après-midi des tests de vision, d'audition, de langage. On travaille en équipe avec les écoles quand il y a des problèmes de comportement des enfants qui ne vont pas bien pour diverses raisons. À ce moment-là, on reçoit les familles en plus pour essayer de faire le point, de comprendre ce qui ne va pas. Donc voilà, donc on a une partie de nos journées qu'on passe dans les écoles. On intervient aussi beaucoup avec la protection de l'enfance. Donc on a des demi-journées aussi où on travaille avec la protection de l'enfance pour accompagner les familles pour lesquelles il y a des difficultés éducatives, des difficultés dans la vie. Ce n'est pas toujours facile. Donc, on essaie d'accompagner les familles et donc de leur proposer des aides pour que les enfants puissent se développer, bien se développer dans un environnement le plus protecteur pour eux. Donc c'est une grosse partie aussi de nos journées. On passe certaines demi-journées aussi à s'occuper des assistantes maternelles. Les assistantes maternelles, donc ce qu'on appelle les nounous pour beaucoup, donc qui gardent les enfants, elles ont besoin aussi d'être accompagnées. Et donc, on s'occupe de leur agrément et du contrôle un petit peu de leur travail, parce que c'est quand même très important.
Donc voilà, donc ce qui fait qu'on a, voilà, on intervient beaucoup. On intervient aussi pour les crèches, puisque les crèches et les multi-accueils, donc c'est l'APMI qui supervise, d'abord qui donne les agréments et puis qui supervise. Donc nous, en tant que médecins, on passe aussi donc, dans les crèches, voir si tout va bien, contrôler, voir s'il y a des enfants qui posent problème aux crèches. À ce moment-là, on propose un accompagnement aux parents. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de journée type, c'est très varié. C'est très varié. Par contre, c'est vrai qu'on a des horaires, voilà. On a, ce qui est important aussi, voilà, on a des horaires quand même qui sont relativement, les journées qui ne débordent pas trop. On commence en général à travailler vers 9h. En général, à 18h30, 19h, on est chez nous. On ne travaille pas le week-end, on n'a pas de garde. Voilà, donc c'est vrai que ça permet d'avoir un petit confort de vie quand on a une vie personnelle, des enfants, etc. Ça permet, voilà. Mais voilà, c'est vraiment, on a des activités vraiment très variées et il n'y a pas une journée qui se ressemble. Vous, Florence, une journée type, comment ça se passe? Alors pareil, c'est un peu difficile, ça ne se ressemble pas, c'est pas du tout monotone parce qu'en fait, ça dépend de où en sont mes études. Voilà, je vais plutôt vous dire, voilà, une étude, vous écrivez un protocole. Un protocole, c'est un document, vous expliquez, ben voilà, j'ai besoin de démontrer ça, je vais aller chercher les données à tel endroit, je vais mesurer telle chose et je vais faire telle sorte d'analyse statistique. Donc ça, c'est déjà une grosse étape, écrire le protocole. Et une fois que c'est fait, souvent, il faut le soumettre à des comités d'éthique. Quand on va chercher les données dans des bases de données, donc il y a beaucoup de pays européens où on peut sous certaines conditions récupérer des données anonymes pour faire de la recherche, mais il faut passer par un comité d'éthique, un comité de type CNIL qui assure la protection des données. Donc là, il y a pas mal de procédures à faire. Donc ça, c'est une étape. Une fois qu'on a les données, on fait les analyses statistiques. Et puis après, quand enfin on a les résultats, il faut les présenter, il faut les expliquer, il faut les inclure dans d'autres documents qui partent aux autorités. Alors les autorités, c'est l'Agence du médicament européenne, c'est la Haute Autorité de Santé. Voilà. Et donc ça, c'est du travail, c'est beaucoup de rédaction en anglais, très important. L'anglais, c'est la langue de la recherche, donc il faut savoir parler et écrire en anglais. On parlait tout à l'heure des compétences, il faut savoir parler anglais. Alors, pour les organisations françaises, on écrit en français, mais très rapidement, on écrit en anglais pour les organisations européennes. Et puis, quand on parle avec d'autres chercheurs, dès qu'on sort de France, c'est en anglais. Voilà. Comme par exemple, le médecin présent, il y a des confrères, des consoeurs, j'imagine, ils sont dans d'autres pays, il faut savoir parler en anglais. Tout à fait. Ouais. C'est la langue de la recherche, l'anglais. Ouais. C'est une jolie phrase. Et bon, on y arrive. Hein, ça s'apprend aussi sur le tas. Pour ceux qui ne sont pas très bons en anglais, vous inquiétez pas. Vous allez apprendre le jargon et on s'y met. Et puis, quand vous arrivez à un congrès scientifique, par exemple, vous êtes bien obligé de préparer votre topo en anglais. Donc, on y arrive. Dernier tour de table, en tout cas pour ce Meet My Job. On va commencer avec vous, Lionel. Un conseil ou deux à donner à nos jeunes pour leur donner peut-être l'envie de se lancer dans cette branche, ou même pour ceux à qui vous avez déjà donné envie de se lancer, quel conseil donneriez-vous? Vraiment, c'est un très beau métier. Pour revenir un peu à ce qui a été dit au début, c'est très varié. C'est pas juste une chose, c'est pas vraiment. Ça touche vraiment de tout. Ça peut être derrière un microscope, derrière un ordi, au chevet des gens. Ça peut être vraiment à l'hôpital, en ville, dans une clinique, peu importe. Donc, si c'est quelque chose vraiment qui vous intéresse, il faut s'y lancer. Il faut savoir que c'est difficile, c'est long, c'est les études qui sont longues. Alors, comme j'avais dit au début, vraiment, il faut de la discipline, il faut de la rigueur, il faut dire tous les jours, on va bosser telle heure, on va faire bosser tel item. Et voilà, discipline, mais beau métier. Florence, de votre côté, quel conseil vous pourriez donner à nos jeunes? Alors, moi, vraiment, c'est une discipline qui devient plus connue maintenant, mais vous pouvez travailler pour plein d'organisations privées ou publiques, ou même des organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé, ce qui est vraiment le paradis des épidémiologistes. Et là, vous pouvez faire… Alors, bien sûr, vous n'êtes pas forcément en contact avec des patients, mais vous travaillez avec des médecins pour sûr, et vous pouvez faire de la prévention et mettre en place des véritables actions pour diminuer la survenue des maladies. Voilà. Donc, je vous encourage. De votre côté, Benoît? Moi, je suis à fond dans ce qu'a dit Lionel. Énormément d'ouverture, énormément de manières de pouvoir travailler. Si on a envie de le faire, il faut y aller. Il faut y aller, mais il faudra travailler et avoir de la persévérance. Mais c'est un métier qui donne beaucoup de satisfaction. On ose imaginer, on ose imaginer. Pour terminer, vous aurez le mot de la fin, ma chère Sylvie. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à nos jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent?
Moi, je réponds, voilà, un petit peu comme mes collègues. Si ça vous plaît, si vous avez envie d'y aller, allez-y, mais travaillez, travaillez, travaillez. On a un super métier, on a de la chance d'avoir vraiment un métier varié, c'est passionnant. Et je dirais que si vous avez l'occasion de rencontrer alors que ce soit des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, enfin, tout dans les métiers, allez discuter avec ces personnes pour qu'elles vous racontent leur métier. C'est vraiment important. Vous aurez peut-être l'occasion, pourquoi pas, si vous rencontrez des gens qui vous disent viens donc passer quelques heures avec moi. Je crois que c'est vraiment le fait de pouvoir rencontrer et discuter avec des professionnels. Ouais. C'est vraiment là où on peut vraiment se rendre compte. Excusez-moi, je vous coupe parce que c'est important. Vous avez dit quelque chose de très important. C'est possible des petits stages comme ça pour nos jeunes qui nous écoutent? Alors, des stages, c'est pas forcément des stages, mais parfois quand on rencontre quelqu'un, il dit écoute, si tu veux. Alors, ça dépend parce qu'on ne peut pas emmener effectivement un jeune de 15 ans en consultation. On a le secret médical, bien sûr qu'on ne peut pas l'emmener. Mais on peut quand même le faire venir dans son bureau pour lui expliquer un petit peu les choses, lui raconter sans forcément être en présence du patient parce que là, effectivement, ça va être un peu compliqué. Mais le témoignage des personnes, des professionnels, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est là où vous allez vous rendre compte encore plus de ce que font les gens, de leur passion, et puis de pouvoir leur poser vraiment toutes les questions, poser des questions, c'est surtout ça qui est important. Et après, si ça vous tente, allez-y, foncez, travaillez, mais ça vaut le coup. Pour terminer en 2 mots un petit peu, voilà, vous l'aurez compris, le monde de la santé, c'est un monde de passion, c'est un monde qui demande de l'investissement, on l'aura compris par rapport au parcours de nos 4 intervenants, mais rien n'est figé, c'est important, pas besoin d'être une tête dans telle et telle matière, il faut juste travailler, se donner les moyens de réussir, mais il n'y a pas en tout cas de conditions absolument normales ou d'avoir des mentions au baccalauréat. Non, ça n'existe que dans les livres. C'est recommandé, par contre, encore une fois, pour vos parents et pour vous, mais ce n'est pas indispensable. Voilà. Ayez le goût de la curiosité et le goût de l'autre, parce que ce sont forcément aussi des métiers où nous rencontrons beaucoup de personnes, mais rien n'est figé et c'est important de le rappeler. Ça a été encore une fois un webinaire passionnant sur le monde de la santé. On vous donne très prochainement d'ailleurs rendez-vous pour un autre webinaire. Nous avons d'ailleurs notre page YouTube, je le rappelle, MAG, Mon Avenir en Grand, si vous voulez voir le replay, si vous avez des questions, etc. On se fera un plaisir, encore une fois, d'y répondre et on vous dit à très bientôt.